Voilà, Monsieur Manga, vous êtes à la tête également d'une association naturelle qui s'active depuis plusieurs années par rapport aux questions environnementales. Qu'est-ce qui justifie d'abord votre passion pour l'environnement? Je dirais que ma passion pour l'environnement est quelque chose que je tiens peut-être de mon grand-père. Mais par la suite, mon voyage en Occident, notamment dans un pays comme la Norvège, a ensuite développé ce sentiment, cette passion pour l'environnement. Aujourd'hui, l'on constate que les défis environnementaux qui interpellent le monde en général, mais en particulier les pays de l'Afrique subsaharienne, sont immenses. Et il va falloir que les gens s'organisent pour anticiper sur d'éventuelles crises qui pourraient en découler. Pourtant qu'aujourd'hui, on constate également que chaque année, il y a au moins 32 millions de migrants climatiques qui quittent leur habitat d'origine pour des raisons qui sont liées à la dégradation de leur cadre de vie. Et ici en Casamance, on constate également que les belles forêts que nous avions 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière ont été détruites par l'action anthropique et en particulier des individus qui viennent d'ailleurs, qui sont par la région, qui viennent pour la recherche de pitance, détruire nos forêts et finalement c'est nous les populations locales qui payons les conséquences. Monsieur Manga, pensez-vous que les Africains, notamment nous en Casamance, les populations sont conscientes de la montée des périls par rapport aux questions environnementales? Bon, c'est une question pertinente que vous posez là, parce qu'en réalité, si l'on constate ce qui se passe aujourd'hui au niveau même étatique, au sommet de l'État, c'est plus un folklore. Durant le sommet de la COP21, on a senti vraiment un certain enthousiasme de la part des autorités locales, mais c'était juste du cinéma, c'était pour capter des fonds. Parce qu'en réalité, une politique environnementale, elle doit être durable, elle doit être planifiée et elle doit être visible à travers des actions concrètes. On nous parle de reboisement par-ci et par-là, mais c'est de façon ponctuelle que ça se fait. Ça ne se fait pas sur la longue durée. Moi, mon intention aujourd'hui, mon rêve, c'est de voir l'État sénégalais inclus dans les programmes scolaires la semaine du civisme et de l'environnement. Une semaine où les enseignants avec leurs élèves iront monter des camps de reboisement durant une semaine où on inculquera également aux jeunes des actions de civisme. Parce que si les jeunes ne sont pas conscients de tous ces périls-là, eh bien, on va vers la dérive. Et les jeunes doivent grandir avec cela. Voilà pourquoi nous autres, dans notre organisation dénommée Nature Sénégal, Nature Culture and Health Sénégal, nous encourageons la participation des élèves du primaire, des collèges, à nous accompagner dans nos activités, à reboiser avec nous. Et une fois qu'ils grandiront avec cela, ils pourront s'approprier l'idée et continuer le travail que nous faisons. Donc, en réalité, je peux dire que les gens ne sont pas conscients des périls, aussi bien au niveau étatique qu'au niveau des collectivités locales. On fait du folklore, alors qu'on aurait pu vraiment dérouler des programmes environnementaux sur toute l'année, mais suivant également des plans quinquennaux ou bien des plans qui s'étalent sur une décennie ou même 50 ans. C'est comme ça qu'on prévoit le développement. Monsieur Manga, malgré tout, l'État a pris un certain nombre de mesures en recrutant beaucoup d'agents des eaux et forêts, en mettant des stratégies pour lutter contre le trafic de bois. Est-ce à dire que ces mesures-là sont insuffisantes? Moi, je considère que ces mesures sont insuffisantes. Je faisais partie des premiers à mener un plaidoyer pour une gestion rigoureuse des ressources environnementales. Ça fait des années qu'on le fait. Notre organisation est née depuis maintenant 9 ans. Et nous avons anticipé, nous avons fait les questions environnementales ne se limitent pas au reboisement ou bien à recruter des agents forestiers ou bien disons à tenir des discours, c'est plutôt des actions concrètes. Bon, je vais essayer de développer un tout petit peu parce que là, nous essayons de mettre en vigueur ce qu'on appelle la politique de la pédagogie de l'action. En fait, à travers cette politique-là, ce que nous envisageons, c'est d'aller au-delà du discours, de mener des actions concrètes, de reboisement. Quand on doit éduquer les populations, le discours ne suffit pas. Il faut ce qu'on pourrait appeler la PPA, la pédagogie politique de l'action. Les autorités politiques au Sénégal doivent cesser de discourir. Maintenant, il faut mener des actions. Il faut aller sur le terrain, comme par exemple Thomas Sankara le faisait, comme Jerry Rawlings l'a fait au niveau du Ghana, comme d'ailleurs Paul Kagame est en train de le faire au Rwanda. Pourquoi aujourd'hui au Sénégal, nos autorités ne pourraient pas vraiment descendre sur le terrain, montrer aux populations les actions à mener? Et c'est comme ça, parce que l'État ne peut pas faire croire aux populations qu'il est l'acteur principal du développement. L'État peut créer les conditions de développement, mais il devrait plutôt encadrer les populations à relever leur niveau de vie. C'est comme ça qu'on atteint le développement. Faire croire aux populations
que c'est l'État qui doit développer le pays, mais c'est vraiment un leurre. L'État peut créer les conditions, mais moins des actions concrètes. Dans le domaine de l'environnement, c'est très facile. Ça part de la réalisation des pépinières, l'éducation des jeunes à l'école par rapport à ces programmes environnementaux, mais également des actions concrètes qui peuvent amener les populations à reboiser, des arbres qui peuvent leur permettre d'avoir des revenus, comme par exemple nous le faisons dans des villages comme Tebi, Kolomba, Biti et autres. À côté par exemple des arbres forestiers tels que le teck et autres qui sont importés. Mais nous pouvons également planter de l'anacarde, nous pouvons faire des citronniers, nous pouvons faire bien d'autres choses et même contribuer à, disons, éduquer les populations, à récolter le miel. Et ça, c'est des revenus qu'elles peuvent gagner, mais à la longue, elles peuvent être autonomes. L'État ne peut pas continuer à faire croire aux populations que c'est lui qui va développer ou relever le niveau de vie des populations. L'État peut les accompagner, mais c'est plutôt aux populations, avec l'encadrement de l'État, de relever leur niveau de vie. Il est question également en Casamance ces dernières semaines de relance du tourisme. Est-ce qu'il n'y a pas lié ici en Casamance de lier cet aspect, l'activité touristique, aux questions environnementales? Une manière de vous demander si l'écotourisme n'est pas vraiment aujourd'hui le salut pour la Casamance. Mais je partage votre avis, parce que l'écotourisme aujourd'hui, si c'est bien conceptualisé, avec les acteurs qui se connaissent, il y a des étudiants qui ont mené des études, disons des masters, qui ont fait le doctorat sur l'écotourisme, mais on ne les implique pas. Aujourd'hui au Sénégal, ce que l'on constate, c'est qu'en réalité, on met à des postes de responsabilité des individus sans aucune compétence, tout simplement parce que le président lui-même veut satisfaire sa clientèle politique. Et ce qu'on appelle la politique politicienne, en opposition à la politique telle que théorisée par Senghor, qui consiste à s'oublier pour se mettre au service de l'État. Malheureusement, on constate qu'ici, l'APR, moi je ne compte rien contre ce parti-là, mais c'est un parti qui met en avant des individus qui sont cadres. Et ça déteint sur les actions de l'État. Nous avons un président qui est ambitieux, qui a de l'ambition, qui veut faire de belles choses, mais malheureusement, il y a des choix d'hommes qui ne sont pas opportuns, qui ne sont pas adéquats. Et ça, c'est une politique à revoir. On lui souhaite bien son mandat, mais il va falloir qu'il revoie sa politique, notamment ici en Casamance, parce que nous sommes une région oubliée par l'État, nous sommes une région qui est dirigée par une élite incompétente. Il va falloir revoir tout cela, mais j'en appelle aussi aux populations à prendre plus de responsabilités pour faire des choix opportuns par rapport aux hommes qui doivent présider au destin de la région. Voilà, nous allons revenir tout à l'heure avec les questions politiques, mais pour terminer avec l'environnement, aujourd'hui vous avez mené depuis plusieurs années un certain nombre d'actions sur le terrain, partout en Casamance. En termes de bilan, si vous devez tirer un bilan par rapport à ces activités-là? Oui, en fait, le bilan, moi je dirais que s'il fallait l'évaluer, on l'a atteint à 70%. Pour être honnête, parce que quand nous avions commencé dans la zone de Tangori, ces arbres que nous avions plantés en 2008, maintenant les populations ont commencé à récolter des noix, et ce n'est pas pour nous. C'est des hectares et des hectares qui ont été reboisés avec l'anacarde et le teck. Ça a été difficile d'abord avec la réalisation des pare-feux, parce que nous n'avions pas assez de moyens. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans l'ancienne forêt classée de Tangori, que nous sommes en train de récupérer à travers la déforestation, mais aujourd'hui, les populations sont en train de gagner des revenus. Elles y vont, elles récoltent des noix. Certaines populations ont même oublié que c'est nous qui les avons plantées. À Kolomba, nous avons fait une évaluation. Le représentant du comité local pour l'environnement que nous avions établi, mais le monsieur nous dit que déjà il y a des anacardiers qui ont produit. Et l'année prochaine, il pense que les superficies que d'ailleurs vous avez vues, qui ont été reboisées, pourront leur permettre d'avoir assez de revenus. Mais c'est des actions qui doivent continuer. Nous en avons fait dans la zone de Birkamanding, à la frontière gambienne. Nous en avons fait également au niveau de Kanyarou. C'est des actions qui doivent continuer. Nous voulons juste mettre en œuvre ce que nous appelons la pédagogie politique de l'action. Il faut à travers des actions précises amener les populations à prendre conscience, non pas par la parole, mais à travers ces actions qui sont menées, pour comprendre que le développement, ce n'est pas le discours, mais c'est l'action. C'est ce concept-là que nous essayons de théoriser, de mettre en œuvre. Et nous espérons bien que sous peu, si vraiment nos activités commencent à faire tâche d'huile, parce qu'il y a des populations qui ont commencé à reproduire ce que nous faisons. Les présidents continuent à reboiser, mais c'est une prise de conscience qui est en train de s'opérer. Et c'est comme ça qu'on éduque les populations, parce qu'on ne peut pas espérer récolter les fruits de ces actions dans l'immédiat. Il faut prendre des initiatives et se dire qu'on pourrait même ne pas assister, disons, aux résultats escomptés. Donc c'est comme ça qu'on mène, parce que c'est des programmes qui vont être déroulés sur 50 ans, même plus.
Donc les populations peuvent être rassurées aujourd'hui quant à la pérennisation par n'accueillir ses partenaires de ces activités-là. On l'espère, parce que nous avons des partenaires qui nous soutiennent de temps en temps, comme une association féminine norvégienne qui s'appelle Kvinnerskogbrukket, donc les femmes dans la foresterie, qui sont des propriétaires privés de forêts privées. Mais elles ne peuvent pas continuer. Panasonic aussi nous soutient, mais c'est des gens qui ne peuvent pas continuer. Mais moi, à mon niveau, puisque j'ai commencé à planter depuis l'âge de 8 ans, c'est une passion. Je continue à le faire, parce que cette région, elle représente tout pour moi. Le Sénégal représente tout pour moi. Je dois donner ma vie, comme beaucoup d'autres l'ont fait, pour cette région et pour le Sénégal. Nous le faisons à travers l'agroforesterie, la reforestation. Et bien, si les moyens nous sont offerts, un jour, nous comptons prendre davantage de responsabilités. Mais ces populations méritent un meilleur sort, ces populations méritent un meilleur avenir. Et l'État a sa responsabilité, mais les élites locales aussi ont leur part de responsabilité dans cela.